Avec les avancées réalisées dans les forces de l'ordre au cours des dernières décennies, aucune affaire de personnes disparues ne peut vraiment être considérée comme insoluble. Espérons qu'avec le temps et l'amélioration des techniques d'enquête, la plupart de ces affaires pourront être résolues et que les familles de ces personnes disparues pourront enfin obtenir des réponses. Numéro 10. Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, la mère de l'animatrice de l'émission Today Show, Savannah Guthrie, est portée disparue depuis plus de 70 jours après avoir été enlevée à son domicile de Tucson, en Arizona. Mais on espère que les nouvelles preuves ADN retrouvées sur la scène du crime aideront les autorités à traduire les responsables en justice. Le 31 janvier 2026, Nancy a été déposée chez elle à Tucson après avoir rendu visite à son autre fille, Annie. Son gendre Tommaso Cioni serait la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Quand Nancy ne s'est pas présentée à la diffusion en direct du service religieux, d'autres paroissiens, inquiets, ont informé sa famille qu'elle n'était pas venue à l'église et restait injoignable. À 11h, des membres de la famille sont venus chez elle sans trouver de traces d'elle. Nancy a été signalée disparue 1 heure plus tard, et l'enquête qui a suivi n'a fait qu'accroître l'inquiétude de toutes les personnes concernées. Toutes ces affaires ont été retrouvées dans la maison, rendant évident qu'elle n'était pas partie volontairement mais avait été enlevée. La maison a été bouclée comme scène de crime et les enquêteurs ont commencé à collecter un maximum de preuves. Du matériel biologique trouvé près de l'entrée de la maison a été confirmé comme appartenant à Nancy, et une caméra intégrée à la sonnette avait été retirée, apparemment par son ravisseur. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs médias ont reçu des demandes de rançon de la part des ravisseurs, mais l'authenticité de ces lettres n'a pas encore été confirmée. Des images et des vidéos montrant un homme en train de manipuler la caméra de sécurité du domicile de Nancy ont été rendues publiques, mais l'individu aperçu sur ces images n'a pas encore été identifié. Au fil des semaines, sa famille s'est devenue de plus en plus inquiète sans savoir où elle se trouvait, et elle a publié un communiqué dans lequel elle déclarait être prête à discuter avec les ravisseurs et à payer la rançon de 6 millions de dollars. Dans un second communiqué, Savannah a indiqué avoir eu des nouvelles des coupables et demandé la libération de Nancy. Faute d'action, ils ont alors offert une récompense d'1 million de dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy. L'affaire a très peu progressé depuis, mais on espère que de nouvelles preuves retrouvées pourraient apporter un nouvel éclairage à l'enquête. La police a indiqué avoir trouvé un cheveu sur place, envoyé pour analyse, en espérant qu'il appartienne à un des ravisseurs. Et si leur ADN est déjà dans la base de données, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit identifié. Si c'est le cas, ils pourront être retrouvés, arrêtés et traduits en justice, et on espère que Nancy sera ramenée chez elle saine et sauve. Numéro 9. Nicole Winder, âgée de 53 ans, est surtout connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Nikki. Et ils sont de plus en plus inquiets pour son bien-être depuis sa disparition survenue en février 2025. La dernière fois que Nikki a été vue, c'était le 25 février de cette année-là, alors qu'elle se trouvait dans le secteur du numéro 19 000 de la FM 974, juste à l'extérieur de Bryan, au Texas. À ce moment, elle était aide-soignante auprès d'une personne âgée et se trouvait dans la zone pour ses tâches. Après son service, elle a quitté la maison de cette personne et a soudainement disparu sans laisser de traces. On pensait qu'elle était rentrée, mais 1 heure après, la police a été alertée d'un événement inquiétant. La voiture de Nikki, un pick-up Chevrolet 2025, a été retrouvée à 3 km de la maison de son client. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'elle avait été incendiée. La police est rapidement intervenue et a conclu que l'incendie était criminel, non d'origine mécanique. Les habitants ont été invités à vérifier leurs caméras de sécurité au cas où elles auraient filmé le coupable. On leur a dit que l'incident avait probablement eu lieu entre 15h et 16h15 ce jour-là. Mais malheureusement, aucun renseignement n'est parvenu. Il a immédiatement été supposé que la vie de Nikki était en danger et une enquête a été lancée. C'est là que les autorités ont eu leur première piste. 2 images provenant de la FM 974 et de la route voisine Jack Creek Road montraient un véhicule tout-terrain circulant dans la zone, mais le conducteur de ce véhicule n'a pas été identifié. La deuxième image montre la voiture de Nikki en mouvement, sans savoir si elle conduisait alors. Le conducteur du quad n'est peut-être pas impliqué dans l'affaire Nikki, mais il pourrait avoir des informations utiles à la police pour la localiser. Il ne s'est pas manifesté, la police espère qu'il verra l'image et rapportera ce qu'il a vu ce jour-là.
L'étape suivante était de lancer les recherches pour retrouver Nikki. Mais sans savoir où elle avait disparu, personne ne savait par où commencer. Néanmoins, plusieurs recherches ont été menées à l'aide d'hélicoptères, de drones, de chiens de recherche et d'agents à pied, mais aucune autre trace de Nikki n'a été retrouvée. Le 15 avril, Dustin, le frère de Nikki, âgé de 50 ans, a été placé en garde à vue pour une affaire sans rapport, car un mandat d'arrêt était en cours contre lui. Les enquêteurs ont rapidement précisé que son arrestation était le résultat de l'enquête sur la disparition de sa sœur, mais qu'il n'était pas considéré comme un suspect. Entre-temps, les enquêteurs ont de nouveau lancé un appel au public pour qu'il se manifeste s'il détient des informations pouvant permettre de résoudre l'affaire de Nikki. Elle est portée disparue et en danger, il faut donc la retrouver au plus vite. Elle est décrite comme ayant les cheveux blonds et les yeux verts, mesurant 1,70 m et pesant 59 kg. En quittant la maison de son client ce jour-là, elle portait un t-shirt gris foncé et un pantalon rose. D'autres agences ont rejoint les recherches, mais n'ont pas encore trouvé de nouvelles pistes. Si vous avez vu Nikki ou si vous savez où elle pourrait se trouver, il vous est demandé de contacter le bureau du shérif du comté de Brazos au 979 360 et 14900. Numéro 8. L'affaire de la disparition de Mélissa Besson, âgée de 37 ans, a commencé le 17 mars 2025. Un témoin a contacté la police pour déclarer qu'il l'avait vue marcher le long de Indian Village Road, à Lac du Flambeau, le jour de sa disparition, mais de nouvelles informations ont maintenant été publiées. Lorsque sa famille n'a pas eu de ses nouvelles au 23 mars, ils ont signalé sa disparition à la police tribale. Ils se sont dit très inquiets pour sa sécurité car elle contacte habituellement ses proches, mais ils étaient sans nouvelles depuis sa disparition. Des recherches ont été menées et les habitants de la zone où elle a disparu ont été interrogés, mais personne n'a pu fournir d'informations supplémentaires sur ce qui aurait pu arriver à Mélissa ou sur l'endroit où elle aurait pu aller. Toutes les pistes épuisées, la police a dû attendre de nouvelles informations. Le 30 juillet, ils ont annoncé avoir reçu une nouvelle piste d'un témoin présent ce jour-là dans la région. Alors qu'il était admis que Mélissa se trouvait bien sur Indian Village Road, un autre témoin a vu quelque chose de troublant peu de temps après. Après avoir quitté la route, elle a été abordée par 3 hommes en camionnette et a accepté de monter avec eux. On l'a vu sortir de la camionnette, arrêter à une rampe de mise à l'eau sur le lac Kinoniji, puis marcher vers le sud sur la route départementale D. L'un des hommes du véhicule l'a suivi pendant un court moment et on a pu l'entendre lui dire de remonter dans le véhicule, mais Mélissa a refusé. Lorsqu'il a vu une voiture s'approcher d'elle, il a supposé qu'il s'agissait d'un policier et l'homme s'est enfui dans une zone boisée à proximité. On apprendra plus tard qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et ne voulait pas aller en prison. Il est sorti des bois peu de temps après et comme Mélissa n'était plus dans la zone, il a supposé qu'elle avait été récupérée par la police. L'autre conducteur qui s'est approché d'elle a été retrouvé et interrogé. Il a signalé que Mélissa était agitée quand il lui a parlé et qu'elle a refusé son offre de la conduire. Il a quitté la zone vers le nord et a vu Mélissa pour la dernière fois marcher vers le sud. Comme c'était le dernier lieu où elle avait été vue, d'autres recherches ont eu lieu près de la rampe de mise à l'eau du lac Kinoniki. Mais rien d'autre n'a été trouvé et l'endroit où se trouve Mélissa reste inconnu. Les recherches ont consisté en des fouilles à pied, l'utilisation de drones et de chiens pisteurs qui n'ont pas réussi à retrouver sa trace. Faute de nouvelles informations, les enquêteurs comptent désormais sur le public pour se manifester si c'est quelque chose et une récompense pouvant aller jusqu'à 25 000 $ est offerte pour toute information permettant de résoudre son affaire. Mélissa est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bruns. Elle mesure 1,70 m et a une corpulence moyenne. Elle est reconnaissable à ses tatouages sur les bras, jambes et cou et a été vue pour la dernière fois avec un débardeur noir, un sweat gris et un pantalon de survêtement rouge. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations pouvant aider la police, il vous est demandé de contacter le service de police tribal de Lac du Flambeau au 7 1558 877 17 ou le bureau du shérif du comté de Villas au 7 1547 94441. Numéro 7, selon de nouvelles informations qui ont été publiées dans l'affaire de la disparition de l'avocat de 57 ans, Randall Spivey, et de Brandon Billmeyer, âgé de 33 ans. Le FBI a désormais rejoint l'enquête et espère que des réponses seront enfin trouvées. Randall et Brandon, qui étaient oncles et neveux, ont été signalés disparus le 19 décembre 2025 après ne pas être rentrés d'une partie de pêche. Ce soir-là, après avoir dîné,
Les deux hommes sont partis dans le golfe du Mexique à bord d'un bateau de 42 pieds appelé l'Unstop à Bull. On pense qu'à un moment, un homme est tombé à la mer. On suppose que lorsque l'autre s'est rendu compte de ce qui se passait, il a sauté à l'eau pour aider, mais il avait oublié que le moteur du bateau tournait toujours et ils se sont tous les deux vraisemblablement retrouvés bloqués dans l'eau. Dès qu'ils ont été signalés disparus, les gardes-côtes ont commencé à fouiller les eaux avec plus de 24 bateaux, mais ils n'ont trouvé aucune trace des deux hommes. Leur bateau a ensuite été retrouvé à environ 70 miles au large des côtes de Naples. Il a été rapporté qu'il était encore en marche, mais à la dérive et vide sans aucune trace ni de Randall ni de Brandon. 2 gilets de sauvetage manquaient sur le bateau, laissant espérer qu'ils étaient encore dans l'eau et pourraient être retrouvés. Il a aussi été suggéré qu'ils ont dû abandonner le navire pour une raison inconnue et n'ont eu d'autre choix que d'utiliser les dispositifs de flottaison pour survivre. Malgré de nombreuses heures de recherche, rien de plus n'a été trouvé et les gardes-côtes ont finalement annoncé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'arrêter les recherches. Leurs familles ont remercié les personnes impliquées et demandé de respecter leur intimité pour tenter de faire face à ces événements. La famille de Randy affirme qu'il est un père et mari très dévoué, prêt à tout pour aider autrui. Il a passé plus de 3 décennies à travailler comme avocat à Fort Myers, en Floride, et il a aidé de nombreuses personnes ayant subi des blessures. Brandon venait de se marier avant leur disparition et travaillait dans le même domaine que son oncle. Il a rejoint le cabinet Shiner Law Group en 2023 et espérait avoir un impact positif dans sa communauté. Randy est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux bruns, mesurant 1,85 m et pesant 111 kg. Vu pour la dernière fois avec un pantalon kaki et une chemise sombre. Il a les cheveux blonds vénitiens et les yeux bruns, il mesure 1,88 m et pèse 113 kg. Bien que les recherches pour retrouver les deux hommes aient été interrompues, la police et les gardes-côtes ont déclaré qu'ils continueraient d'enquêter sur toute nouvelle information reçue. Et ils ont demandé à toute personne disposant de telles informations de se manifester. Leurs noms ont désormais été ajoutés au système national des personnes disparues et non identifiées. Le numéro de dossier de Randall est MP 154 328 et celui de Brandon est MP 154 331. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur cette affaire est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Lee au 23 9477 1000. Numéro 6. C'est un fait malheureux que de nombreuses personnes portées disparues chaque année avaient des problèmes de santé mentale avant leur disparition. C'était également le cas pour Amy Hilliard, âgée de 52 ans dont on n'a plus eu de nouvelles depuis mars 2026. La police ne savait pas auparavant qu'Amy avait de dépression. Et bien que ce nouveau détail apporte un autre aspect à son dossier, il n'a pas encore été déterminé si son état d'esprit avait un lien avec sa disparition. Amy est la copropriétaire du café Farley's à San Francisco. C'est une franchise populaire avec des succursales à Oakland et San Francisco. Selon tous les témoignages, l'entreprise allait bien. Lorsqu'une série d'événements malheureux a commencé à affecter le bien-être d'Amy, elle est tombée dans un état dépressif. Selon sa famille, Chris, une amie proche d'Amy, a perdu la vie et peu de temps après, l'un des chiens de la famille est également décédé. Elle s'occupait de proches, ce qui augmentait la pression alors qu'elle faisait face à ses pertes. La dernière fois que Chris a vu Amy, c'était le 25 mars lorsqu'elles ont pris le petit déjeuner ensemble. Ensuite, elle l'a déposée à une station du Bay Area Rapid Transit et elle était censée assister à une séance de thérapie à Walnut Creek. Elle est finalement retournée à la maison du couple et a ensuite été aperçue par des caméras de sécurité alors qu'elle marchait près de Diamond Park. Elle a promené le chien de la famille, mais n'est jamais rentrée, et Chris cherche désespérément des réponses sur ce qui lui est arrivé. Après le signalement de la disparition d'Amy, la maison du couple a été fouillée et ses affaires personnelles retrouvées à l'intérieur. La porte arrière avait été laissée ouverte, mais aucun signe de lutte ou quoi que ce soit d'anormal n'a été trouvé. Chris a déclaré qu'après qu'Amy ait terminé sa séance de thérapie, elle lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle était à la maison. Un voisin a confirmé qu'elle était bien là puisqu'il lui a parlé brièvement alors qu'elle promenait le chien. Lorsque Chris est arrivé à la maison à 15h15, il s'est inquiété en trouvant la porte arrière ouverte et a soupçonné qu'il se passait quelque chose d'anormal lorsqu'il n'a pas trouvé Amy, malgré le fait que toutes ses affaires étaient encore dans la maison. Chris avait espéré trouver quelque chose à l'intérieur de la maison qui lui donnerait un indice sur l'endroit où Amy aurait pu aller, mais ce ne fut pas le cas. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est le fait qu'elle a quitté la maison sans les médicaments qu'elle doit prendre tous les jours. Et il a déclaré aux médias que cela pourrait être très dangereux pour elle si elle en est privée trop longtemps.
Depuis qu'Amy a été vue pour la dernière fois près de sentiers de randonnée, les autorités fouillent d'abord ces lieux, ce qui inquiète sa famille, car elle n'a ni provision ni équipement et pourrait être à la merci des éléments jusqu'à ce qu'on la retrouve. La famille du couple, des amis, un groupe de bénévoles et des professionnels des recherches ont parcouru ces zones, mais pour l'instant, Amy reste introuvable. Elle a les cheveux blonds et les yeux noisettes, mesure 1,63 m et pèse 54 kg. Elle a été vue sur des images de vidéosurveillance portant un t-shirt blanc, un jean clair et des chaussures blanches. Toute personne ayant vu Amy ou ayant des informations sur sa localisation est priée de contacter le département de police d'Auckland au 500 10 238 3641. Numéro 5. Lorsque Ronald Dumas Jr., âgé de 37 ans, a disparu en 2024, on pensait au départ que l'enquête qui s'ensuivrait serait de routine. Mais de nouveaux détails suggèrent le contraire. Et s'ils s'avèrent exacts, il pourrait être en grave danger. Au moment de sa disparition, Ronald travaillait comme agent immobilier à Huntsville, en Alabama, et était père de 3 enfants. Après sa disparition, sa famille a affirmé à la police qu'il n'aurait jamais quitté les siens sans raison et qu'il ne comprenait pas sa disparition soudaine. Le 15 décembre 2024, Ronald s'est rendu chez la mère de son fils et est arrivé là-bas vers 20 h. Il avait passé le week-end avec son fils et le ramenait chez elle comme chaque semaine. Plus de 2 heures plus tard, à 22h15, il a été vu en train d'acheter des articles à la boutique de spiritueux Mid-City à Huntsville et des témoins dirent plus tard à la police qu'il était en compagnie de 2 femmes qu'il ne reconnaissait pas. Les caméras de sécurité du magasin l'ont aussi confirmé. Les 3 sont restés peu de temps dans le magasin avant de partir et Ronald n'a plus contacté personne de son entourage depuis cette nuit. Personne ne soupçonnait de problème à ce moment-là, mais le lendemain, tout a vite changé. La voiture de Ronald, une Hyundai Palisade 2021, a été retrouvée abandonnée à Camden, dans le Tennessee, près du repère 133 sur l'Interstate 40. Lorsqu'il n'était toujours pas rentré chez lui le 24 décembre, sa famille a décidé de signaler sa disparition, craignant qu'il ne soit pas avec eux le jour de Noël. Comme souvent, l'enquête sur sa disparition a débuté par la localisation de son téléphone portable. On a appris qu'il était dans la région de Memphis, Tennessee, sans que personne puisse expliquer pourquoi. Cela a suscité des soupçons parmi les enquêteurs et la police a annoncé qu'elle pensait que Ronald avait été enlevé. Très rapidement, un groupe de suspects a été identifié et il a été annoncé que la police recherchait Torrey McLaurin, 33 ans, Kiara Clark, 27 ans, Carissa Cash, 33 ans, Quinterias White, 32 ans et Sabrina Chambers, 27 ans. Les chefs d'accusation incluaient enlèvement au premier degré, complot en vue de commettre un enlèvement et recel de biens volés. Clark et White ont également été retrouvés et arrêtés le 8 avril 2025 et détenus sans possibilité de libération sous caution. À l'audience, on révéla que Chambers et Kalisha McKenney se prostituaient dans la rue cette nuit-là et étaient les femmes vues avec Ronald dans le magasin d'alcool. Kalisha est décédée depuis et Sabrina Chambers a disparu depuis un certain temps. Le téléphone de Ronald a été retrouvé chez elle, mais on ignore encore où elle est. On a également découvert que White et Clark avaient discuté des 7 000 $ qu'ils savaient être sur le compte bancaire de Ronald au moment de sa disparition. Des messages retrouvés entre Clark et White suggèrent que l'enlèvement avait été planifié bien à l'avance et qu'ils avaient l'intention de voler l'argent à Ronald. Le reste du groupe est toujours en fuite devant les autorités, mais il ne s'agit probablement que d'une question de temps avant qu'il ne soit retrouvé et arrêté. Une récompense de 10 000 $ est désormais offerte pour toute information concernant la localisation de Robert. Et sa famille a fourni cette description à la police. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons, mesure 1,65 m et pèse 75 kg. Sur les images de vidéosurveillance du magasin d'alcool, on le voit avec une chemise à carreaux rouge et noire à manches longues. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve Robert doit contacter la police de Huntsville au 256 254 4240. Son nom est Robert et son numéro de dossier est MP 135 496. Numéro 4. De nombreuses enquêtes sur des disparitions s'arrêtent lorsqu'il est établi que la personne a fini dans un plan d'eau, souvent après la découverte de son véhicule dans un lac ou une rivière. Souvent, ces personnes ont disparu depuis des mois ou années et ne sont retrouvées qu'après un travail acharné de la police et l'usage de technologies avancées. Dans le cas de Daniel Scott Emerson, un homme de 64 ans que ses proches appellent Scott, une découverte similaire a été faite.
Mais cela n'a pas vraiment aidé la police à le retrouver. Scott a été vu pour la dernière fois le 3 mars 2026 et il n'a pas été en contact avec sa famille depuis ce jour-là. Des témoins ont rapporté l'avoir vu près des avenues Fairmont et Lakeview vers 0h30 ce matin-là. N'ayant pas été retrouvé avant le 5, sa famille l'a déclaré disparu. À l'annonce de sa disparition, des témoins ont apporté des informations inquiétantes. Ils ont signalé avoir vu un camion similaire à celui de Scott rouler sur la glace du lac Chautauqua le 3 mars, le dernier jour où il a été vu par quelqu'un. Muni de ces informations, il a été décidé de fouiller le lac. Des plongeurs de la police ont utilisé un sonar sous-marin pour le localiser. Le véhicule a été retrouvé dans des eaux peu profondes entre les piliers 3 et 4 près du Veteran Memorial Bridge le 16 mars. La fouille du camion a été compliquée par des conditions d'eau troubles et les équipes de recherche ont dû remonter le véhicule à la surface le 21 mai. Des ballons de relevage ont permis de remonter le véhicule qui a ensuite été fouillé à terre. À l'intérieur, aucune trace de Scott n'a été trouvée et on ignore toujours s'il a réussi à sortir du véhicule avant qu'il ne coule au fond. Il a été noté qu'une des vitres du camion était baissée et on suppose donc que Scott a soit essayé de s'échapper pendant que le camion coulait, soit, selon la police, que quelqu'un l'aurait tiré dehors, bien que cela paraisse très improbable. Les recherches ont continué le long du lac, les autorités sollicitant l'aide du public pour retrouver Scott, sans découvrir d'autres indices. La deuxième recherche a été menée avec l'aide de chiens de recherche et d'équipes de plongeurs. Mais les conditions restaient difficiles et les progrès étaient très lents. Ces efforts n'ont pas permis de retrouver Scott et la police a demandé à toute personne possédant des images du camion circulant sur le lac de se manifester. On leur a demandé de se concentrer sur la période entre 4h et 7h du matin le 3 mars 2026, mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté avec de nouvelles informations utiles. D'autres recherches sont prévues, mais les autorités ne les effectueront pas quotidiennement. Ils utiliseront plutôt jet ski, bateaux et plongeurs à l'occasion dans l'espoir de retrouver Scott. Ils ont juré de suivre toutes les pistes reçues, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Scott est décrit comme ayant les cheveux gris courts, les yeux verts ou noisettes, mesurant 1,73 m et pesant 86 kg. Toute personne ayant des informations pouvant permettre de le retrouver est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Chautauqua au 7 167 53 4 2 3 2 3 2. Numéro 3. Peu de détails sont disponibles concernant la disparition de Colby Sinclair. Âgé de 30 ans, mais la police a annoncé qu'une intervention criminelle est soupçonnée et que l'unité intégrée des crimes majeurs de l'île de Vancouver a repris l'enquête de la Gendarmerie royale du Canada. La dernière fois que quelqu'un a vu Colby, c'était le 8 mars 2025. Par la suite, sa famille s'est inquiétée de ne pas avoir eu de ses nouvelles et de ne pas avoir pu le contacter. Un tel comportement était jugé très inhabituel pour Colby. Et lorsqu'il n'avait toujours pas eu de ses nouvelles au 22 mars, ils ont contacté la Gendarmerie royale du Canada pour signaler sa disparition. Le 20 mai, l'unité intégrée des crimes majeurs de l'île de Vancouver a fouillé 2 propriétés après un mandat de perquisition. Sans préciser pourquoi, elle pensait y trouver des indices sur sa localisation. La première des 2 propriétés est située dans une zone rurale à Black Creek et la seconde appartient à la Première Nation Wewakai. Suite à des informations signalant que Colby avait été vu à Campbell River, en Colombie-Britannique, on ignore toujours si quelque chose d'utile a été trouvé. Il convient de noter que l'unité des crimes majeurs de l'île de Vancouver, VIMSU, ne prend en charge les enquêtes que lorsqu'on soupçonne une activité criminelle, ce qui rend l'affaire de Colby d'autant plus inquiétante pour ses amis et sa famille. Depuis lors, sa sœur, Ocean Lazouk, diffuse des informations sur la disparition de Colby sur les réseaux sociaux et espère que quelqu'un le reconnaîtra et fournira des informations qui étaient auparavant inconnues des enquêteurs. La famille a aussi demandé à toute personne ayant des informations de contacter les autorités rapidement pour que Colby soit retrouvé. Ocean a déclaré qu'elle estime qu'il est inacceptable que sa famille attende encore des réponses après tout ce temps, car ils ont besoin de tourner la page dans l'affaire de Colby. Elle a aussi remercié tous ceux impliqués dans l'enquête, y compris les autorités, la communauté locale et ceux ayant partagé des informations sur l'affaire de Colby en ligne. La question la plus déroutante que se posent les gens de la communauté est de savoir pourquoi les 2 propriétés mentionnées précédemment ont été fouillées. Cela a donné lieu à beaucoup de spéculations, mais la police se concentrera sur les faits plutôt que sur les théories. D'autres sources disent que Colby luttait contre des démons intérieurs avant sa disparition,
et certains affirment qu'il tentait de reprendre sa vie en main. Colby reste introuvable. La police espère que la diffusion du signalement ravivera la mémoire de quelqu'un et apportera des informations inédites pour clore le dossier. Colby a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il mesure 1,70 m et pèse environ 88 kg. On ignore sa tenue lors de sa disparition et l'unité intégrée des crimes majeurs de l'île de Vancouver invite toute personne ayant des informations à les contacter. 50-380-6161. Numéro 2. Beaucoup de disparitions non élucidées dans le monde concernent des personnes disparues en plein air, souvent sur des sentiers de randonnée dans des parcs nationaux. L'affaire concernant Charles Hoche, âgé de 67 ans, ne fait pas exception, et tous les efforts sont déployés pour découvrir où il pourrait se trouver. Au moment de sa disparition en 2025, Charles Hoche était professeur à la faculté de droit d'Edmond de la Southern Methodist University à Dallas, au Texas, et il travaillait comme avocat pour le cabinet Hoche et Morris. Kate Morris, sa partenaire au sein du cabinet d'avocats, a déclaré aux médias que Charles Hoche rendait visite à son frère à Gainesville, en Géorgie, en novembre 2025. Lui et son frère, originaires de cette région, avaient passé du temps ensemble. Le matin de la disparition, jour des anciens combattants, les deux frères ont pris le petit déjeuner ensemble. Puis Charles a dit vouloir marcher sur le sentier Byron Herbert Rees qu'il fréquentait enfant. Il est certain qu'il est arrivé au sentier, sa voiture ayant été retrouvée, mais on n'a jamais retrouvé la moindre trace de Charles. Kate a ajouté qu'elle s'est inquiétée pour sa sécurité quand elle n'a pas pu le joindre sur son portable, alors qu'il répondait toujours à ses appels. Dans un développement ultérieur, un témoin s'est manifesté pour signaler qu'il avait rencontré Charles sur le sentier et qu'ils avaient échangé quelques mots avant de partir chacun de leur côté. Par conséquent, on suppose que Charles s'est perdu d'une manière ou d'une autre sur le sentier et qu'il n'a ensuite pas réussi à retrouver son chemin vers la civilisation. La famille de Charles a déclaré qu'elle est extrêmement inquiète pour son bien-être, mais elle garde espoir qu'il sera retrouvé car tant d'efforts sont déployés pour le retrouver et le ramener sain et sauf à la maison. Au cours de l'une des nombreuses recherches menées dans la région, un chien pisteur a indiqué qu'il avait trouvé l'odeur de Charles sur le sentier, ce qui a confirmé qu'il se trouvait effectivement dans cette zone à un moment donné. Les propriétaires de caméras de chasse de la région ont été invités à vérifier leurs enregistrements pour retrouver Charles sur le sentier, mais aucune image n'a encore été fournie. Les inquiétudes grandissent car le sentier est très accidenté et à ce moment, les températures avaient fortement chuté, surtout la nuit, exposant Charles aux intempéries. Il ne prévoyait qu'une courte randonnée et n'avait pris ni provisions ni équipement. D'autres recherches étaient menées du lever au coucher du soleil, mais aucune trace de Charles n'a encore été trouvée. Sa famille a créé un site web appelé bringcharleshome.com, sur lequel le public peut accéder à des informations concernant sa disparition. Les grottes de la région ont été fouillées au cas où il y aurait cherché refuge, et les bénévoles se concentrent sur les zones rocheuses du sentier au cas où il serait tombé et se serait blessé. Des recherches ont été faites pour son téléphone, mais il aurait déjà été déchargé à son arrivée sur le sentier. Une page GoFundMe a également été créée pour collecter des fonds en vue des recherches futures, et un total de 83 000 $ a été recueilli jusqu'à présent. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous. On sait qu'il portait un pantalon kaki, un pull couleur chameau et une veste vert foncé lorsqu'il est parti sur le sentier. Il est décrit comme ayant les cheveux blancs, mesurant 1,85 m et pesant 90 kg. Toute personne pouvant aider à retrouver Charles doit contacter le centre des opérations d'urgence du comté d'Union au 706 43 96091. Numéro 1. De nouvelles informations ont émergé après la disparition de William Neil McCaslin, un général de division à la retraite de 68 ans de l'US Air Force qui supervisait la base aérienne de Wright-Patterson, située dans l'Ohio, souvent citée par les théoriciens du complot sur les ovnis. La base a autrefois servi de quartier général au projet Blue Book, et il a souvent été suggéré que des engins extraterrestres y étaient conservés, à l'abri des regards indiscrets du public, bien qu'aucune preuve de cela n'ait jamais été trouvée. William faisait partie de programmes d'armes spatiales classifiés et il a également participé à plusieurs domaines de recherche menés sur la base. Et par conséquent, beaucoup de gens ont commencé à spéculer sur un lien entre son travail et sa disparition. Mais cela reste purement spéculatif. Selon les rapports, William a été vu pour la dernière fois à son domicile à Albuquerque, Nouveau-Mexique, le 27 février 2026 et pas. Il a parlé à un réparateur à la maison vers 10 h ce jour-là,
Et à 11h10, sa femme a quitté la maison pour se rendre à un rendez-vous. Elle est revenue à la maison à 12h04 du matin. Elle a été étonnée de voir que William était absent. Dans la maison, elle a trouvé ses lunettes et appareil portable, mais a constaté qu'une chemise verte à manches longues, des bottes de randonnée, son portefeuille et son arme à feu avec étui en cuir manquaient. Lors de la première recherche effectuée le 7 mars, un sweatshirt gris de l'US Air Force a été retrouvé à seulement 1 mile de la maison de William. Aucun élément anormal n'a été trouvé sur le sweatshirt, envoyé au laboratoire pour analyse, sans confirmation qu'elle lui appartenait. Les enquêteurs ont visité plus de 700 maisons depuis la disparition de William et demandé des images de vidéosurveillance de ses derniers déplacements, mais aucune n'a été fournie à ce jour. Le bureau du shérif du comté de Bernalillo a répondu aux affirmations selon lesquelles le travail de William serait d'une manière ou d'une autre lié à sa disparition et a mis en garde le public contre la diffusion de fausses informations, car cela pourrait entraver l'enquête plutôt que de l'aider. Malgré cela, plusieurs médias ont établi un lien entre son affaire et celle de plusieurs experts américains dans les domaines de l'aérospatiale de pointe, du nucléaire et de la défense qui ont inexplicablement disparu au cours des dernières années. Dans un rebondissement surprenant, il a été révélé que l'épouse de William, Susan Milkerson, a fait un commentaire étrange en s'adressant à un opérateur du 911. 3 heures après sa disparition, elle a appelé les urgences, affirmant avoir des raisons de croire qu'il avait quitté la maison avec l'intention de ne jamais être retrouvé. Elle a expliqué qu'elle pensait cela car il avait éteint son téléphone et l'avait laissé chez lui avant de disparaître. Mais elle n'a pas précisé pourquoi il aurait choisi de ne pas être retrouvé, ajoutant qu'elle ne soupçonne pas d'acte criminel dans son cas. Étrangement, certains ont affirmé que William était atteint de démence et que Susan avait reçu un appel inquiétant sur l'affaire. Mais elle a démenti ces rumeurs dans un communiqué de presse. Si vous ou une connaissance avez des infos sur la localisation de William, veuillez contacter l'unité des personnes disparues du bureau du shérif du comté de Bernalillo. 5-468-7070. Les informations peuvent également être envoyées par SMS au numéro 847411. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.